trouvez pas qu'ils sont en forme, nos élus du Var, ce soir? J'ai trouvé que Jean-Louis a fait un très beau discours et Hubert m'a beaucoup touché. Et surtout quand il a évoqué ce qu'il a fait de cette belle ville de Toulon. Moi, je me bats pour que vous n'ayez plus jamais à faire ce choix et que pour les prochaines élections, il y ait le bulletin des Républicains dans l'urne, parce que c'est ça qu'on veut et c'est ça qu'on attend d'une droite républicaine en France. Cette salle, elle me rappelle beaucoup de choses. Elle me rappelle beaucoup de moments forts. Elle me rappelle aussi ce que j'aime quand je viens ici, parce que j'aime quand il y a des choses qui se passent dans une salle. C'est quand même tellement plus agréable. La politique qui est faite avec des tripes, pas avec des trahisons, qui est faite avec des choses fortes, où il y a des choses qui passent, où il y a de l'émotion. Ça, c'est une vraie réunion politique. Les autres, elles n'ont pas d'intérêt. J'aime aussi ce que vous êtes, ce département qui a tant donné à notre famille politique. Cette région avec laquelle il y a des liens qui sont si forts entre les Républicains. Cette région PACA, Sud maintenant. Cette région où on a du tempérament, où on dit ce qu'on a sur le cœur, mais où surtout on est fidèle. Et je suis très sensible à votre présence à tous. Je retrouve Geneviève ici. Geneviève, vous savez, c'est m'a gâté. C'est une expression auvergnate. M'a gâté quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale, plus jeune député de l'Assemblée. À l'époque, ma mère m'a dit « Attention, il faut rapidement s'inventer d'autres qualités ». Celle qui m'a accueilli, c'est Geneviève. Et on était quasiment nos deux bureaux l'un à côté de l'autre. Geneviève a toujours été pour moi un cœur. Et je sais à quel point elle est aux côtés de Hubert avec beaucoup de droiture. Et je suis très heureux de retrouver Geneviève ici. Elle sait toute l'affection que je lui porte. Merci à toi, Geneviève. Il y a Philippe. Merci Philippe de ton investissement, de rester comme ça, de t'occuper comme secrétaire départemental. Tu es la voix de notre parti aussi à l'intérieur du département et je te remercie beaucoup de ta présence. Les amis aussi, que ce soit Josette qui est là, Jean-Pierre. Je vous remercie aussi d'accueillir avec beaucoup de chaleur Valérie, parce que Valérie est quelqu'un qui n'a jamais eu peur de défendre ses idées. Et moi, je préfère avoir des gens comme ça à mes côtés pour rebâtir la droite. Jean-Louis, vous savez, après avoir passé une journée à la garde, j'ai beaucoup de chance de l'avoir. Beaucoup. Je m'appuie énormément sur lui. C'est un grand expert sur les questions de sécurité. Je suis très fier que Hubert lui ait passé le flambeau pour s'occuper de notre fédération. Jean-Louis est une des valeurs très sûres de notre famille politique et c'est pour moi vraiment une chance de pouvoir compter sur un talent comme ça. Et quand je vois en plus ce qu'il a fait sur cette mairie de la Garde, l'affection que lui portent les habitants de toute origine, de tout pour tour, n'est-ce pas Sylvie? Eh bien, je trouve que ça, c'est des belles leçons. Et puis Hubert, il ne devait pas le dire, c'est le seul qui a le droit de m'appeler Lolo. Vous savez, Hubert, non seulement c'est le maire de Toulon, non seulement ça a été un grand ministre, non seulement c'est une voix qui compte au sein de notre famille politique, mais pour moi c'est plus que ça, c'est un ami. Et quand on a été ensemble au gouvernement, j'ai toujours demandé à Hubert ses conseils. Parce que Hubert a quelque chose que d'autres ne comprennent pas. Lui, il s'est forgé à l'école du terrain. Moi, mon parcours politique, Hubert a mentionné tous mes diplômes. Les diplômes, ça se soigne. Mais la meilleure école de la vie, c'est celle du terrain. Ça, c'est la meilleure école de la vie. Les vrais politiques, Hubert l'a très bien dit, c'est ceux qui aiment les gens. Si vous n'aimez pas les gens, il faut faire autre chose. C'est ce que Hubert m'a appris. Et cette leçon, je ne l'oublierai jamais. Et très régulièrement, j'appelle Hubert dans les moments où j'ai besoin d'avoir un cap, un conseil, un regard. Parce que je sais qu'avec lui, j'aurai toujours une parole franche, droite, honnête. Quand ça va, il le dit. Quand ça va pas, il le dit aussi. Toujours avec la même amitié, mais toujours avec la même franchise. C'est pour moi un grand honneur de pouvoir compter sur l'amitié et sur le soutien d'Hubert. Alors mes amis, quel que soit le plaisir de se retrouver ensemble, et y compris quand je vois les fidèles du Canet, ça me permet de saluer Henri qui sont venus et qui sont présents. Mais vous savez, quel que soit le plaisir qu'on a ensemble, comment ne pas ressentir aussi chacun ce questionnement, ces doutes que nous ressentons quand nous voyons notre pays, semaine après semaine, se fracturer comme il l'a été si rapidement. Ce président de la République avait pourtant soulevé des espoirs. Et en si peu de temps, comment a-t-il pu mettre le pays dans un tel état? Si encore il l'avait fait pour faire quelque chose d'utile, si encore il l'avait fait en portant, comme Nicolas l'avait fait, une réforme des retraites, si encore il l'avait fait en changeant le code du travail pour rendre plus facile l'accès à l'emploi, si encore il avait secoué tel statut devenu injuste au fil du temps, mais non. Il a juste mis les Français dans la rue en ne les écoutant pas, en les méprisant et en les humiliant en moins de 2 ans. Et je vous le dis comme je le pense, beaucoup des revendications qui ont été portées par les Gilets jaunes sont des revendications justes que dans notre famille politique, nous dénonçons depuis maintenant plus d'1 an. Qu'ont-ils dit,
Ils ont porté au début les cris de détresse de ceux qui travaillent et qui constatent qu'ils ne gagnent pas plus à la fin du mois que s'ils restaient chez eux. Quand il dit, ils ont porté l'indignation des retraités, à l'image de cette restauratrice avec laquelle j'échangeais cet après-midi, qui me disait qu'elle avait travaillé depuis l'âge de 15 ans et qu'elle touchait une retraite de 800 €. Est-ce cela la dignité dans un pays tel que la République française ? Ils ont dit aussi leur écœurement quand ils voient parfois un pays qui est commandé uniquement depuis Paris et qui a perdu le sens du terrain. Tout cela, ils l'ont dit. Et ils n'ont pas été écoutés. Et si le président de la République, dès la première semaine, avait écouté, s'il avait fait preuve d'un peu de respect, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Et le pays ne se serait pas déchiré comme il s'est déchiré. Et son comportement a une grande responsabilité dans cela. Vous savez, j'étais la semaine dernière en Haute-Marne. Et j'ai un militant qui est venu me voir et qui m'a dit « Mais monsieur Wauquiez, si le général de Gaulle voyait tout ça, il se retournerait dans sa tombe. » Mais oui, il se retournerait. Est-ce cela le comportement d'un président de la République ? Ces photos où on le voit poser avec un gamin torse nu qui fait un doigt d'honneur ? Est-ce cela la présidence de la République française ? Cette fête électronique qu'on a vue sur le perron de l'Élysée, un perron de l'Élysée qui avait accueilli De Gaulle et Adenauer, qui a juste donné le sentiment d'une décadence de ce qu'est devenue la République française. Est-ce cela un président de la République ? La façon dont parfois il s'est exprimé en abîmant la fonction présidentielle, et tout simplement aussi un certain sens de l'exemplarité. Parce que le général avait sur son bureau 2 encriers. Un encrier qui était payé par l'Élysée quand il signait les courriers officiels, et un encrier qu'il payait lui-même quand il s'agissait de ses courriers personnels. Vous ne pouvez pas dire aux Français, vous devez faire des efforts, il faut faire des économies, il faut que vous changiez, et vous, dans votre comportement personnel, faire tout autre chose. Ça ne peut pas être les dépenses somptuaires de l'Élysée, ça ne peut pas être, même si c'est symbolique, la piscine à Brégançon, et de l'autre côté, les efforts pour les Français. Ça ne peut pas fonctionner. Mais quelle que soit la légitimité de ce qui a été porté, nous ne pouvons, et vous l'avez tous les deux très bien exprimé, que dire très clairement qu'en France, on ne peut pas accepter que ce soit des casseurs qui règnent samedi après samedi. Parce qu'en France, s'exprimer est un droit, mais respecter est un devoir. Parce que les casseurs dénaturent le mouvement. Parce que je ne peux que constater que nous, notre devoir, c'est de dire, pour que sous la République cela fonctionne, il faut qu'il y ait du respect. Parce que, je vous le dis exactement comme je le pense, je ne peux pas accepter que pendant plusieurs jours, les chaînes d'information aient mis au premier plan les violences soi-disant contre les casseurs et qu'on ait totalement passé sous silence les centaines de policiers et de gendarmes qui ont été blessés. Moi, je suis du côté des policiers et des gendarmes parce qu'ils assurent le respect de l'ordre républicain. Et nous avons décidé de nous engager résolument pour essayer de remettre de la sérénité dans le pays. Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan jouent la politique du pire. Ils ont tort. Ils ont refusé de voter la loi contre les casseurs. Ils ont tort. À chaque fois, et c'est ma responsabilité de chef de notre famille, à chaque fois qu'une loi permet d'aller un tout petit peu dans la bonne direction, nous devons la soutenir. Nous ne devons pas faire passer nos intérêts politiciens avant les intérêts supérieurs du pays. On ne peut pas accepter que ceux qui cassent ne soient jamais poursuivis, parce qu'à l'arrivée, qui paye ? C'est vous qui payez ces dégâts. Et cela, c'est insupportable. Alors le président a décidé d'ouvrir un grand débat. Vous savez, j'ai été élevé par une grand-mère que je chérissais, qui était pleine de bon sens, un sacré caractère, mais pleine de gentillesse et de tendresse. Je regardais la retranscription de ce débat, où ça dure pendant quoi ? 7 heures, 8 heures. On est incapable même, à l'arrivée du débat, de se souvenir au juste ce dont ils ont parlé, et on est bien en peine de tracer un cap ou un chemin pour notre pays. Et je me souvenais ce que ma grand-mère disait, « Laurent, quand on parle trop longtemps, c'est qu'en général, on n'a rien à dire. » Alors nous avons décidé, et c'était d'ailleurs un conseil d'Hubert, de faire un tour de France et d'aller voir directement les Français sur leur lieu de vie et sur leur lieu de travail pour écouter ce qu'ils ont à dire. Pas ces espèces de mise en scène où les invités sont triés sur le volet et sur ceux qui ont le droit à la parole ont été questionnés à l'avance. J'étais vendredi dernier à Belfort, où j'ai échangé avec des entrepreneurs familiaux dans le secteur de l'artisanat. J'étais ensuite dans le Nord, un territoire qui a beaucoup souffert dans notre pays. J'étais après en Côte d'Or pour échanger avec des viticulteurs qui m'ont expliqué toute l'absurdité des normes avec lesquelles on étouffe notre pays.
J'étais ensuite à Langres, où j'ai discuté avec des médecins et des infirmiers dans un hôpital de proximité, parce qu'on ne parle jamais de la santé à l'intérieur de ce grand débat, alors que nous ne pouvons que constater l'effondrement progressif de notre système de santé, la difficulté à avoir un rendez-vous avec le moindre spécialiste dans notre pays, et je ne parle même pas de l'arrière-pays, où vous ne trouvez même plus de médecins généralistes. Ça ne peut pas devenir cela, la France. Mais à quel moment le président de la République en parle-t-il? J'étais ensuite à Calais, puis je suis allé à côté du Touquet, puis ensuite j'étais au Havre, puis ensuite j'étais à Rouen. Hier, j'étais dans la Seine-Maritime, où nous avons fini par une visite de nuit dans une entreprise où il y a des gens courageux, parce qu'on l'oublie. Quasiment 1 personne sur 5, 1 personne sur 7 dans notre pays travaille de nuit. Jamais on ne va discuter avec eux, ce sont des gens courageux. Moi, j'aime les gens qui travaillent. Je suis aujourd'hui avec vous. Demain, je serai dans les Yvelines, parce que j'ai une équipe qui a un sens de la géographie française assez limité. Ensuite, je serai dans les Pyrénées-Atlantiques, puis dans le Jura. Je le fais parce que je refuse que de ce grand débat ne sortent des réponses artificielles. Je le fais parce que je vois monter au fur et à mesure le danger de la supercherie, et où petit à petit on cache sous le tapis les vrais sujets et les vraies priorités des Français. On est en train de nous expliquer qu'on sortira de tout cela un référendum, et que le président de la République a parfaitement compris les vrais sujets des Français, et que ce référendum portera sur la question qui obsède depuis des années tous les Français, changer le mode de scrutin aux élections. Personne ne m'en a parlé aujourd'hui, personne ne m'en a parlé hier, personne ne m'en a parlé avant-hier. Mais voilà un président de la République qui a décidé que la principale obsession et le principal sujet des Français, à l'issue de ces longues heures de discussion, il avait donc tout compris. Il s'agit de changer les règles électorales du système politique français. Mais pour qui nous prennent-ils? Quels sont les vrais problèmes de la France? Les vrais problèmes de la France, ils sont pourtant simples à voir. Le premier problème de notre pays, c'est qu'il y a trop de gaspillage de l'argent public. Le deuxième problème de la France, c'est que du coup, les impôts et les charges augmentent massivement et que les Français n'arrivent plus à s'en sortir. Et le troisième problème de la France, c'est que ces impôts et ces charges sont concentrés sur une catégorie de Français dont on ne parle jamais, ceux qui sont au milieu. Les classes moyennes auxquelles on demande tout et auxquelles on ne donne jamais rien. La dépense publique. Ce soir, vous vous endormirez en pensant à moi. Demain, vous vous réveillerez de bonne humeur en pensant à moi. Eh bien, entre-temps, notre pays aura fait 170 millions d'euros de dettes supplémentaires. C'est un record. Jamais la France n'a fait autant de dépenses publiques. C'est difficile à croire, mais Emmanuel Macron a plus augmenté les dépenses publiques en 2 ans que la moyenne des années de François Hollande. C'était pourtant une performance difficile à égaler. Mais on l'a oublié, ce président de la République ne vient pas de nulle part. Il a réussi à faire croire aux Français qu'il était sorti du chapeau il y a 18 mois. Mais que je sache, qui était à Bercy ministre de l'économie et des finances aux côtés d'Emmanuel Macron? Mais que je sache, qui était à l'Élysée aux côtés de François Hollande comme principaux conseillers et inspirateurs de la politique économique de François Hollande qui s'est traduit par un matraquage fiscal des Français? C'est Emmanuel Macron. Il ne vient pas de la politique depuis 18 mois. Il n'a pas à nous dire « jugez-moi uniquement sur mes 18 mois de résultats ». Ça fait 7 ans qu'il est aux principaux postes de responsabilité des Français, 7 ans dans lesquels vous avez tous été assommés d'augmentation d'impôts et de fiscalité. Il donne des leçons à l'Italie. Le déficit budgétaire de la France est pire que celui de l'Italie. Il donne des leçons à toute l'Europe. Nous sommes le seul pays de l'Europe, au bout des 2 années qui viennent de s'écouler, qui n'a pas été capable de baisser sa dette. Performance que nous partageons avec un seul autre pays à l'échelle de toute l'Union européenne, la Roumanie. Je ne suis pas totalement sûr que ce soit un titre de gloire pour la France. Et il a été capable de lâcher en une soirée 10 milliards d'euros de dépenses supplémentaires en donnant le sentiment aux Français que le pouvoir d'achat se décrétait à coup de primes gouvernementales. Non, Monsieur Macron, le pouvoir d'achat ne se décrète que par le travail. Vous voulez répartir de la richesse dans le pays, commencez par la créer. Et souvenez-vous bien que ce ne sont pas les politiques qui créent la richesse, ce sont les Français qui travaillent. Est-ce que c'est possible de faire des économies? Mais bien sûr, Hubert le fait dans sa mairie. Jean-Louis et toute son équipe le font dans leur mairie. Dans ma région, en 2 ans, j'ai baissé de 15% les dépenses de fonctionnement. Ma région est aujourd'hui mieux classée que l'État. La seule région de France dans laquelle nous avons été capables
de baisser les impôts. Mais nous l'avons fait en augmentant le temps de travail, nous l'avons fait en mettant des primes au mérite pour les fonctionnaires qui se donnent du mal, parce que j'en ai assez qu'en France, le fonctionnaire qui se donne du mal ne soit pas plus payé que celui qui ne fait rien et qui se met en arrêt maladie. Nous l'avons fait en supprimant toute la paperasse, nous l'avons fait en simplifiant les choses, nous l'avons fait en gardant les services publics qui rendent des services aux Français et en supprimant cette administration qui épuise tout le monde, qui crée des normes, qui harcèle et qui contrôle le moindre artisan, le moindre commerçant, le moindre entrepreneur, le moindre élu local qui veut faire quelque chose dans ce pays. C'est là où il faut faire des économies. Il y a trop d'administrations qui pondent des normes, qui contrôlent et qui découragent tous ceux qui veulent faire quelque chose. Oui, c'est possible de faire des économies. Et comme ils ne font pas d'économies, où prennent-ils l'argent? Dans votre poche. Regardez depuis 3 semaines les idées qui fleurissent les unes après les autres. Mais c'est, comme le dit Valérie, proprement effrayant. Ils ont commencé par mettre sur la table l'idée de changer les plus-values et la pénalisation des plus-values pour les propriétaires. Ils n'aiment pas les propriétaires. Je n'ai toujours pas compris pourquoi, mais ils n'aiment pas les propriétaires. Moi, je défends le fait que notre pays soit une France de propriétaires, parce que je pense qu'il vaut beaucoup mieux des gens qui sont propriétaires et qu'il faut aider les Français à devenir propriétaires. Ils ont ensuite maintenant proposé de créer une tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu. Mais n'y a-t-il pas déjà suffisamment d'impôts dans notre pays pour ceux qui la quittent? Et ils viennent maintenant de suggérer une autre piste consistant à limiter les possibilités de déduction fiscale pour ceux qui ont un emploi à domicile, et je pense plus particulièrement à nos aînés qui en ont besoin pour pouvoir rester chez eux plutôt que d'aller en maison de retraite, et pouvoir remettre en cause également les emplois familiaux pour les familles qui ont le malheur d'avoir des enfants. Eh bien moi je soutiens les familles qui ont des enfants, j'en ai assez qu'on mette par terre la politique familiale. Et la dernière idée qu'ils ont avancée cette semaine, c'est de revenir sur les droits de succession. Mais enfin, dans quel pays est-on? En France, pour mettre de côté un petit patrimoine, vous payez déjà des impôts qui sont colossaux tout au long d'une vie de travail. Et vous allez en plus, au moment où vous voulez la transmettre à vos enfants ou à vos petits-enfants, devoir à nouveau payer des impôts confiscatoires. Mais c'est totalement injuste. Les droits de succession sont un impôt qui est injuste parce qu'il vient déjà sur un patrimoine qui a été constitué en payant des impôts qui sont colossaux. La France est déjà le pays où il y a les droits de succession les plus élevés. Permettez aux Français de transmettre le fruit d'une vie de travail sans impôts confiscatoires. Alors, il y a apparemment une catégorie dont là aussi on parle très peu dans les grands débats du président de la République. Et dont moi je parle tout le temps, parce que je considère que c'est une question de dignité et de respect. Ce sont les retraités qui ont travaillé pendant toute leur vie. Je suis allé, il y a 2 semaines, échanger en face à face avec le président de la République. Et je lui ai dit, ce que vous faites aux retraités de ce pays n'est pas digne. Ça n'est pas digne pour plusieurs raisons. Ça n'est pas digne d'abord parce que quand vous augmentez la CSG, quand vous refusez de revaloriser les retraites, ne serait-ce que du niveau de l'inflation, vous appauvrissez les retraités. Et quand vous appauvrissez les retraités, vous les appauvrissez pour tout le reste de leur vie. Parce que quelqu'un qui travaille peut, par son travail, essayer de compenser les augmentations d'impôts. Quelqu'un qui est retraité, l'argent que vous lui prenez, vous ne lui rendrez plus jamais. C'est un appauvrissement définitif jusqu'à la fin de sa vie. Je lui ai dit ensuite, ça n'est pas juste ce que vous faites. Parce que les retraités appartiennent à une génération qui a travaillé beaucoup plus que vous et moi, dans des conditions beaucoup plus difficiles, à une époque où cela était beaucoup moins facile pour eux. Et je lui ai dit enfin, ça n'est pas juste, parce que vous ne mesurez pas ce qu'est la vie de bien des retraités dans notre pays, qui après avoir travaillé de façon difficile, ou qui après avoir élevé leurs enfants, parce que c'est aussi un travail si peu reconnu dans notre pays, ou même je pense aussi à ces conjoints qui sont aujourd'hui veufs ou veuves, et pour lesquels les pensions de réversion sont devenues si faibles au fur et à mesure du temps. Et tout cela, ça n'est pas bien, parce que les retraités, il ne faut pas opposer les générations entre elles. Vous avez tort quand vous les qualifiez de privilégiés. Vous avez tort quand vous opposez les actifs et les retraités. Vous avez tort quand vous oubliez aussi ce qu'est le prix d'une maison de retraite. 2 000, 2 500 € dans le meilleur des cas. Des maisons de retraite chères. Et encore, c'est dans le Massif central. Chez vous, c'est peut-être un peu plus cher. D'accord, 3 000 € chez vous. 3 000 €, c'est beaucoup plus cher. Venez en Haute-Loire, c'est moins cher. Mais ce sont des sommes qui sont considérables. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après avoir travaillé toute votre vie, vous êtes rongé par l'inquiétude de vous dire « Est-ce que ce sont mes enfants qui vont devoir payer pour moi alors que la vie est déjà si difficile pour nos enfants ?» Est-ce cela le sens du progrès d'une société? Il ne faut pas opposer les retraités et les actifs.
parce que les retraités demandent une seule chose, c'est à la fin du mois pouvoir mettre un petit peu d'argent de côté pour pouvoir aussi à leur tour aider leurs enfants et leurs petits-enfants à démarrer dans la vie. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a répondu « Ah bon? Vous sentez qu'il y a encore des tensions au niveau des retraités en France ?» Voilà ce qu'il m'a répondu. Et moi, j'ai pensé en mon fort intérieur, être président de la République, il faut bien se méfier, parce qu'on peut rapidement devenir très déconnecté de ce qu'est la vie quotidienne de nos compatriotes. Le deuxième problème, mes amis, mais pour ça, il faut aller échanger directement avec les Français, c'est celui qu'a résumé un salarié que j'ai rencontré quand j'étais à Belfort, magasinier. Il était fier de son travail. Et moi, j'aime les gens qui sont fiers de leur travail. Il gérait un lieu de stockage dans une PME familiale. Il me disait, « Monsieur Wauquiez, je gère plus de 10 000 références. Je gagne 1 800 €. Et je suis dans une entreprise où on fait attention à moi. Ma femme est infirmière de nuit. Elle est courageuse. Elle gagne 1 600 €. On ne se voit pas tous les jours, mais ça nous permet d'organiser la garde des enfants. On a 2 bons salaires. Est-ce que vous pensez qu'on s'en sort facilement ?» Et il m'a dit, « On ne s'en sort pas facilement. On a même du mal à s'en sortir. On a même du mal à mettre de côté les petits extras qui permettraient d'aider les enfants. » Il m'a dit, « Vous savez ce qui nous écœure le plus? C'est que quand il s'agit de payer des impôts dans notre pays, il n'y a pas de plafonnement. Par contre, quand il faut avoir des aides, c'est jamais pour nous. Les aides pour le logement, c'est pas pour nous. Si on fait des dettes, la commission de surendettement, c'est pas pour nous. Si on a un tout petit retard dans le paiement des factures ou des impôts, nous, on nous assomme de pénalités de retard. » Et il m'a surtout dit, « Vous savez ce qui m'a fait le plus de mal? C'est que quand mon fils, qui va à la crèche et puis au restaurant, enfin à la cantine scolaire, il doit payer 9 € par jour. Si j'étais au RSA, ce serait 1,50 € par jour. Est-ce que c'est juste? » Mes amis, une société qui ne reconnaît pas le travail, qui ne valorise pas ceux qui se donnent du mal, qui envoie comme principaux messages à nos compatriotes qui vont travailler, parfois loin de chez eux, dans des horaires qui ne sont pas faciles, et qui ne leur permet pas de se dire clairement qu'à la fin du mois, ils ont la juste rémunération du fruit de leur travail, ça n'est pas une société qui a la tête à l'endroit. Eh bien, je vous le dis, aujourd'hui en France, dans bien trop de cas, celui qui va travailler ne peut pas se dire qu'à la fin du mois, il gagne vraiment plus que s'il était resté chez lui, accumuler les prestations sociales. Ça, c'est la vérité. Et il vaut beaucoup mieux mettre de l'argent pour permettre aux gens de se remettre sur le chemin du travail, comme on le fait dans un chantier d'insertion. Il vaut beaucoup mieux mettre de l'argent pour que les gens soient au travail plutôt que de payer une assurance chômage. Il vaut beaucoup mieux essayer d'inciter nos jeunes à partir sur ce chemin-là. Vous savez, moi je suis attaché à notre système social. J'aime cette tradition qui est la nôtre, du gaullisme social. Je pense même que dans notre pays, parfois on ne tend pas suffisamment la main. Je pense qu'en matière de handicap, on ne fait pas suffisamment. Quand vous avez une famille qui est confrontée au handicap, c'est pas facile. Je pense qu'on ne fait pas suffisamment par rapport à la maladie d'Alzheimer, parce que quand vous êtes confronté à la maladie d'Alzheimer, Parkinson, c'est pas facile. Et vous êtes souvent seul. Je pense qu'il y a tant d'endroits où il faudrait que la solidarité de notre pays s'exerce plus. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas accepter que l'argent de la solidarité soit gaspillé par certains qui tirent sur la corde. C'est pour cela que je réclame, avec la même constance, la même conviction depuis des années, quelles que soient les attaques et les critiques et les caricatures, je réclame une mesure de bon sens. Je réclame qu'en contrepartie du RSA, nous puissions systématiquement exiger des heures de travail d'intérêt général. Et il faut redonner le goût du travail à nos enfants. J'étais tellement heureux quand j'étais dans ce Greta, Jean-Louis, et qu'il y avait ces jeunes qui avaient parfois été en situation d'échec scolaire, mais qui avaient repris un sourire d'une oreille à l'autre, qui étaient là en tenue, qui étaient fiers d'apprendre leur métier de la restauration, la cuisine, la pâtisserie, les métiers de service. Et je me dis, c'est ça qu'on doit encourager. Hier, j'ai échangé avec un boulanger à Nemours. Il me dit, Monsieur Wauquiez, quand on accueille un apprenti, il ne sait pas cuire un pain, mais par contre, il connaît par cœur le code du travail, bien mieux que nous, bien mieux que nous. Et je vais vous dire, quand j'embauche quelqu'un, systématiquement, la première question qu'il me pose, une fois que je lui ai expliqué ce qui allait se passer, il me dit, au fait, les vacances, c'est quand? Il n'a même pas commencé à travailler. Et ça, c'est une société qui ne fonctionne pas. Il faut redonner le goût du travail. Il faut dire à nos compatriotes, il faut une société dans laquelle vous comprenez et on comprend tous que le seul pouvoir d'achat, ce n'est pas des primes gouvernementales faites par des déficits, c'est le fruit de votre travail. Il faut remettre les classes moyennes, ceux qui travaillent, ceux qui ont travaillé toute leur vie, au cœur du fonctionnement de la France. Mais il y a l'autre crise, celle dont on ne parle pas. Ceux qui, ces temps-ci, ne font pas parler d'eux. Et qui pourtant, je le crains, continuent à étendre petit à petit leur influence. Il y a ce qui se passe dans nos quartiers. Il y a les réseaux de trafic. Il y a la criminalité qui, pendant ce temps-là, elle, continue à prospérer. Il y a ce qui fait enrager Hubert et qu'il a dénoncé avec vigueur.
en disant le ministère de l'Intérieur ne peut pas ainsi abandonner les questions de sécurité et laisser Toulon face à l'augmentation des problématiques, les tirs de Kalachnikov, les morts qui ont lieu et surtout la drogue. Ça n'est pas cela, Toulon. J'ai échangé avec les policiers pendant plus d'1 heure et demie, des gens remarquables, qui m'ont expliqué ce qu'était leur combat quotidien contre les dealers, le retour de la cocaïne dans nos quartiers, la difficulté à tenir nos quartiers debout quand quelqu'un qui trafique peut se faire 15 000 à 20 000 euros par mois. L'instrumentalisation des mineurs, parce que notre pays est fou et qu'il a continué à garder cette ordonnance de 1945 sur les mineurs, qui fait qu'aujourd'hui les mineurs sont utilisés et instrumentalisés, qu'ils peuvent gagner 40 euros par jour en faisant juste le gardiennage des cages d'escalier pour surveiller et assurer que pendant ce temps-là, les trafiquants, eux, soient bien protégés et soient à l'abri. Le sentiment de colère aussi de nos policiers, quand aujourd'hui ils se font menacer de mort, insulter, quand parfois on leur crache à la figure, et que ceux qui le font ne sont jamais poursuivis et qu'ils n'ont même pas une peine d'amende. Leur sentiment d'incompréhension, quand ils arrêtent des délinquants et des trafiquants et que ces délinquants et ces trafiquants se voient juste imposer un rappel à l'ordre consistant à leur dire « c'est pas bien ce que vous avez fait ». Est-ce qu'on va continuer avec cela ? Quelqu'un comme Clémenceau, qui était pourtant un homme de gauche, n'avait pas oublié cette leçon essentielle. Pour que la République tienne debout, il faut que les délinquants soient punis. Charles Pasqua avait une formule que j'aimais beaucoup, « il faut que la peur change de camp ». Oui, il faut que la peur change de camp. Le deuxième sujet que nous avons, c'est la gestion de la question de l'intégration dans notre pays. Vous savez, j'étais avec Jean-Louis dans le quartier de Romain Rolland. J'ai eu des témoignages qui m'ont touché. Une femme d'origine marocaine qui était là avec son petit bout de chou de 5 ans et qui me disait « Vous savez, M. Wauquiez, quand on est à la maison, on parle que français. » À tel point qu'aujourd'hui, il ne sait même plus s'exprimer en arabe. Je veux qu'il parle français. Je veux qu'il aime la France. Elle est venue me voir même à la fin en me disant « Je veux que la France, ça devienne totalement et profondément son pays. Il faut que mon fils soit plus français que les Français. » Comme j'aime entendre ce genre de discours. Ces discours, c'est ceux qui ont permis à des familles qui venaient parfois de Pologne, qui venaient d'Italie, qui venaient d'Espagne, qui venaient du Portugal, qui venaient d'Arménie. Et vous savez, ces itinéraires sont des itinéraires dont je suis sûr plusieurs parmi vous ici pourraient témoigner. J'ai eu cet échange avec un de nos militants qui me disait « Mon père était un tirailleur algérien. Il a traversé la mer Méditerranée pour venir libérer la France. C'était son pays. Il ne le connaissait pas, c'était son pays. Il a remonté pour faire toute la libération de la France, depuis le débarquement de la Provence. Il est arrivé jusqu'aux portes de Mulhouse. Il faisait tellement froid, il s'est dit « Au secours, je ne pourrais jamais rester ici. » Le soir, il était tombé amoureux d'une Française. Il l'a épousée, il ne l'a plus jamais quittée. Et il me disait, quand on entendait la Marseillaise à la maison, on se levait et tout le monde était silencieux parce que c'était le chant et l'hymne de notre pays. Et qu'avons-nous fait ? Nous avons laissé cela se perdre. Le témoignage que j'ai entendu cet après-midi, vous avez ô combien raison, c'est devenu un témoignage qui est devenu si rare, alors que cela devrait être la règle. Comment avons-nous laissé petit à petit le communautarisme ? Comment avons-nous laissé le multiculturalisme petit à petit ronger de l'intérieur de notre pays ? Comment avons-nous fait pour en arriver à cette situation absurde où maintenant c'est celui qui vient de l'étranger qui nous dit « ça n'est pas à moi de m'adapter à la France, c'est à la France de s'adapter à moi ». Je n'accepte pas cela, je ne peux pas accepter cela. Le résultat, c'est qu'on détricote notre pays. Et le résultat, c'est que cela se retourne, y compris contre ceux qui viennent de l'étranger, parce qu'ils ne trouvent plus leur place dans la société. Le résultat, c'est qu'on laisse l'intégrisme prospérer. C'est qu'on laisse petit à petit le salafisme ronger notre pays. C'est qu'on laisse à l'ombre de certaines de nos mosquées un discours de haine se proférer. Et nous continuons à fermer les yeux. Et nous continuons à ne rien comprendre. Et nous continuons à ne rien voir, soit par lâcheté, soit par soumission. Que faut-il pour que nous ouvrions enfin les yeux ? Vous savez, après chaque attentat, j'assiste à la même dramaturgie. On fait de grands discours, parfois des beaux discours, comme celui du président de la République dans la cour des Invalides, pour le colonel Beltrame. Mais ensuite, on oublie. On ne prend pas les mesures qui s'imposent. Que nous faut-il pour ouvrir les yeux ? Un prêtre assassiné dans son église ? Un couple de policiers dans la région Île-de-France, tués à leur domicile ? Ces familles dont le destin a basculé sur la promenade des Anglais ? Cette gamine tuée dans l'école de Toulouse par un barbare qui a mis son pistolet sur la tempe et qui l'a tuée devant son père, qui était un directeur d'école. Et aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur et Emmanuel Macron nous disent « La France
va faire revenir 150 djihadistes partis en Syrie sur le sol français. 150 djihadistes. Et ils nous disent, ce sont d'abord des Français. Eh bien non, ce sont d'abord des barbares, ce sont d'abord des criminels, ce sont d'abord des gens qui ont sacrifié tout ce qui correspond à ce qui nous est cher et à la civilisation. Et je le dis, ils n'ont plus rien à faire sur le sol français. C'est une folie de laisser revenir les djihadistes sur le sol français. Ils ne doivent pas pouvoir revenir en France. Est-ce que c'est possible? Vous savez, je suis allé en Irak. J'ai échangé avec les minorités chrétiennes. J'ai vu ce qu'était la barbarie qui a été proférée par ces combattants de Daesh. Ces femmes violées, revendues d'un combattant à l'autre comme des esclaves, qui ont subi les pires tortures. J'ai échangé avec des familles qui avaient perdu 3 de leurs enfants sur 4. Tués pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la même religion que ces fanatiques. J'ai vu à l'intérieur de Mossoul cet immeuble où on mettait les minorités chrétiennes avec un cache sur la tête pour les précipiter du haut d'un immeuble qui faisait 10 étages, pour qu'ils agonisent ensuite pendant des heures avec le cou à moitié fracturé. Et je garderai toujours dans ma tête et dans ma mémoire ce que m'a dit ce prêtre orthodoxe qui m'a dit « Ne vous y trompez pas, vous avez les mêmes chez vous. Et si vous ne les combattez pas de tout votre cœur et de toute votre énergie, vous subirez la même chose et vous aurez les mêmes drames. » D'autres pays ont pris les décisions qui s'imposent. Le Royaume-Uni leur a retiré leur passeport. D'autres pays ont décidé de les faire juger en Irak et en Syrie. Je demande qu'ils soient de la même manière jugés en Irak et en Syrie. On me répond, nous n'avons pas les garanties qu'ils respectent toutes les conventions et tous les traités internationaux. Eh bien, mes amis, je le dis avec calme, mais avec la plus grande fermeté. Ma priorité, c'est la sécurité des Français, c'est que les djihadistes ne reviennent pas sur le sol français. Je voudrais finir en vous parlant d'Europe. Vous savez, quand on est à Calais, on voit de l'autre côté de la Manche les côtes anglaises. Ce pays a fait le choix du Brexit. Ce pays va connaître un appauvrissement de ses familles, selon les études économiques, de près de 15% dans l'année qui est en train de s'écouler. Ce pays est en train de connaître une destruction de tout son tissu économique avec les entreprises et les industries qui partent les unes après les autres. Ce pays est en train de sombrer dans le chaos et de payer le prix de politiques qui leur auront raconté n'importe quoi et qui leur ont dit que le Brexit était la solution à tous leurs problèmes. Mais ne vous y trompez pas, nous avons exactement les mêmes chez nous. Ce discours est exactement sur l'Europe celui qui est tenu par Marine Le Pen et par Nicolas Dupont-Aignan. Un Frexit à la française, une déconstruction de l'Europe, une sortie plus ou moins assumée de l'euro, parce que la réalité, c'est que quand on dit qu'on veut retrouver sa souveraineté monétaire, ça s'appelle juste une sortie de l'euro. Quand on est un pays endetté comme le nôtre, avec les dettes qu'on a, ça conduira à une seule chose, une dévaluation. Et une dévaluation, un certain nombre d'entre vous ici en ont payé le prix. Ça veut dire que votre patrimoine est ruiné, ça veut dire que vous vous réveillez le lendemain et que votre compte épargne a perdu toute une partie de sa valeur. Oui, j'assume de dire que nous combattrons pendant cette élection européenne tous ceux qui veulent mener notre pays au chaos. Le Frexit serait une folie. Dans cette campagne européenne, je me battrai pour dire oui à l'Europe contre ceux qui disent non à l'Europe. Et nous serons la seule liste qui permette de dire oui à l'Europe, mais non aux dégâts de la politique d'Emmanuel Macron. Parce qu'il est évident que si vous votez pour En Marche, le lendemain de l'élection, Emmanuel Macron dira « Mais vous voyez bien que tout est parfait, que la CSG que j'ai augmentée sur les retraités, c'était une excellente idée, que le fait d'avoir pris dans la poche des Français, c'était impeccable, que la façon dont je m'exprime, les Français ont beaucoup aimé, et qu'il suffit que je continue à me comporter comme je me suis comporté. » Voter pour les listes En Marche, c'est faire un chèque en blanc au président de la République en l'encourageant dans tout ce qu'il a fait depuis 2 ans. Nous tiendrons un discours clair. Nous croyons dans l'Europe, mais il faut la changer. Moi, je crois dans ce qui était l'ambition initiale quand on a créé l'Europe. Je ne crois pas dans ce que l'Europe est petit à petit devenue parce qu'elle s'est écartée de ce qui était le programme initial. Et je suis convaincu que si on veut sauver l'Europe, il faut la changer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire 4 choses très simples. La première d'abord, on arrête les élargissements. Les élargissements ont tué et fragilisé l'Europe. Il y a trop de pays qui ont tous des règles fiscales et sociales différentes. L'Europe, ça marchait quand il n'y avait pas trop de pays, ça ne marche plus quand vous avez mis trop de pays.
Emmanuel Macron, au discours de Trieste, a expliqué qu'il était favorable à l'élargissement aux pays des Balkans. Eh bien moi, tous ceux qui seront sur notre liste aux européennes devront signer un engagement pendant la totalité de leur mandat de ne rien voter qui ouvrirait la porte en quoi que ce soit à de nouveaux élargissements. La deuxième, Hubert, c'est que je crois à l'Europe puissance. Quand on a créé l'Europe, on parlait de la préférence européenne. C'est pas un gros mot quand même. Les marchés publics en Europe sont ouverts à 90% à la concurrence. Les marchés publics en Chine sont ouverts à 0% à la concurrence. Vous voulez vendre un produit en Chine, vous devez faire une joint venture avec les Chinois et leur donner vos brevets. Et nous, à l'inverse, pour pouvoir rentrer sur le marché européen, on est ouvert comme un moulin à vent. La Commission européenne empêche nos entreprises de se mettre ensemble pour devenir des champions, et on a face à nous des mastodontes qui sont prêts à nous fracasser, que ce soit aussi bien du côté chinois que du côté américain. Eh bien, je le dis très clairement, moi, c'est la préférence européenne. On est d'abord là pour défendre les entreprises européennes. Et on doit d'abord donner la priorité aux produits de notre agriculture. La troisième chose, c'est qu'il faut protéger ses frontières. C'est quand même une évidence. Et Marine Le Pen a tort là-dessus, de dire qu'il ne faut pas que l'Europe protège nos frontières. Mais enfin, ici, on le sait bien. Si l'Italie ne protège pas sa frontière, si l'Espagne ne protège pas sa frontière, si la Grèce ne protège pas sa frontière, ou tous ces gens qui rentrent par ces endroits arrivent, ils finissent par arriver chez nous. Parce que comme nous sommes un pays qui est le seul à offrir l'accès gratuit à la quasi-totalité de notre système d'assurance maladie pour des gens qui n'ont même pas cotisé une heure de travail sur le sol français, la réalité c'est qu'ensuite les gens arrivent chez nous. Il est indispensable de commencer par avoir une protection européenne de nos frontières et d'ailleurs de revoir les règles d'accès à l'assurance maladie parce qu'il faut quand même avoir un minimum cotisé pour pouvoir accéder à la solidarité nationale. C'est quand même quelque chose qui est normal. Et il faut ensuite que la France puisse choisir. Parce que nous n'avons pas forcément les mêmes sujets que l'Allemagne. L'Allemagne a une faible démographie, quasiment pas de taux de chômage. Peut-être que l'Allemagne a besoin de plus de migrants. Mais la France a encore à peu près une bonne démographie. Nous avons de gros problèmes de chômage. Eh bien, nous n'avons pas besoin de migrants quand nous avons dépassé nos capacités d'intégration. Et il ne faut pas que cette immigration dépasse nos capacités d'intégration. Et il est normal qu'on puisse avoir des discussions dessus. Ce sont des choix qui sont des choix politiques. Et il est logique que les Français puissent s'exprimer sur ces questions. Et puis la dernière chose, c'est que je crois dans l'Europe des projets. Je n'aime pas quand on fait trop de normes, trop de règles. Je crois que l'Europe s'est fourvoyée quand la Commission européenne s'est mise à faire trop de règlements, trop de directives. Que la France s'est d'ailleurs encore plus fourvoyée quand à chaque fois que l'Europe fait des règles, nous choisissons de faire des règles encore plus impitoyables et encore plus sottes. Et bien souvent, la France a plus de responsabilités encore que la Commission européenne dans ses erreurs. Mais je crois en revanche dans l'Europe des projets. Je crois dans une Europe qui est capable de montrer son utilité. Je rêve que l'Europe se fixe une grande cause européenne pendant 5 ans, consistant à se mettre ensemble tous nos laboratoires de recherche pour faire progresser de façon décisive la recherche contre le cancer. Je crois que l'Europe pourrait utilement prendre à sa charge le déploiement de tout ce qui est l'Internet très haut débit et la téléphonie mobile qui manque cruellement dans un certain nombre des contreforts et des arrière-pays de nos territoires. Là, l'Europe ferait la preuve de son utilité. Je crois que l'Europe serait utile en s'impliquant pour mettre en place de grandes infrastructures européennes. Par exemple, le Lyon-Turin, qui permettrait de sortir tous ces camions qui sont entre la France et l'Italie et qui aboutissent à faire tant de dangers sur nos routes. Ça, ce sont des choses qui m'intéressent. Je crois à l'Europe des projets. Je crois qu'il faut arrêter de donner à la Commission européenne trop de compétences en matière de normes et qu'il faut dire à la Commission européenne, reconcentrez-vous sur les projets, faites la démonstration de votre utilité. Et il y a bien des domaines où l'Europe a fait la démonstration de son utilité. J'étais tout à l'heure au centre d'observation maritime, le CROSS. Eh bien, n'oubliez jamais que c'est grâce à l'Europe que nous avons aujourd'hui une bien meilleure surveillance de toutes les marées noires et de tous les dégazages. Nous en avions beaucoup plus avant. On a connu malheureusement un incident ici il n'y a pas très longtemps. Mais souvenez-vous de ce que c'était avant. C'est grâce à l'implication de l'Europe qu'on a pu lutter contre ces marées noires. Notre liste, c'est oui à l'Europe, mais non aux dégâts de la politique d'Emmanuel Macron. Alors mes amis, pour porter cela, il ne faut pas une droite qui marche à l'ombre. Pour porter cela, il ne faut pas une droite qui fasse un petit filet d'eau saumâtre et qui soit obsédée à l'idée de surtout ne rien dire pour ne pas fâcher le politiquement correct, et qui, à force de ne plus rien dire, ne pense plus rien et ne fait même plus rien quand on nous confie les responsabilités, ce qui a conduit à bien des écœurements. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix pour nos chefs de file aux européennes ? J'ai voulu un trio. J'ai voulu d'abord que ce trio permette d'envoyer le signal que maintenant nous écrivons une nouvelle page de l'histoire de la droite. Nous avons souvent fauté, nous avons souvent fait des erreurs. Je veux montrer que maintenant on écrit une nouvelle page.
La deuxième raison pour laquelle j'ai choisi ce trio, c'est parce que, comme Hubert l'a très bien dit, je veux rassembler. Je veux faire en sorte que nous mettions ensemble toutes les sensibilités de notre famille politique, parce que j'en ai assez des diviseurs. J'en ai assez de tous ceux qui s'éparpillent et qui tirent contre leur camp au lieu de tirer dans la même direction, parce que ça, c'est insupportable par rapport à nos militants. Ce trio, c'est d'abord François-Xavier Bellamy, qui correspond à la droite des valeurs. C'est un philosophe, c'est quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui tire la politique vers le haut. Et quand vous faites l'effort de l'écouter dans ses interventions, c'est quelqu'un qui fait du bien à la politique, parce qu'il redonne un peu de souffle, parce qu'il apporte de la sérénité, parce qu'il permet de redonner une colonne vertébrale. Et ils auraient voulu choisir à notre place maintenant qui avait le droit de représenter ou de ne pas représenter la droite. Eh bien, je leur dis très clairement, moi, je choisis une droite qui assume ses idées, qui assume ses valeurs, qui assume ses convictions, et personne ne décide à notre place. Derrière Hubert, nous avons mis Agnès Evren. Agnès est vice-présidente de la région Île-de-France, aux côtés de Valérie Pécresse. Et c'est un signe que j'ai voulu envoyer à Valérie, d'une main tendue. Agnès Evren est proche de François Baroin, parce que j'aime que tous les talents de notre famille politique puissent se rassembler. C'est une jeune femme, elle avait créé son entreprise, elle est pleine de talent. J'aime qu'on donne de la chance à cette génération. Et le dernier, c'est Arnaud Danjean. Arnaud était jupéiste. Il ne m'a pas soutenu dans la campagne de notre parti, mais c'est quelqu'un qui est fidèle à notre famille, qui a refusé de suivre les chemins de la trahison. C'est quelqu'un qui est resté fidèle. C'est quelqu'un qui est un des meilleurs experts de la lutte contre le terrorisme. Voilà ceux avec lesquels je veux rebâtir la solidité de notre famille politique. C'est un beau trio. Je vous demande de les défendre de tout votre cœur et de toute votre énergie dans cette bataille des européennes. Les sondages. Ils n'ont que ce mot à la bouche. Les sondages. Mais les sondages, mes amis, si les sondages avaient raison, Alain Juppé serait président de la République et il aurait succédé à Dominique Strauss-Kahn. Voilà ce que c'est que les sondages. Les seuls sondages qui vaillent en politique, c'est le courage des convictions, c'est la droiture, c'est la constance, c'est la pugnacité. La seule chose qui gagne dans une élection, c'est quand on a envie et qu'on sait qu'on est en osmose avec les valeurs qu'on défend et avec la vision de la France qui est la nôtre. Oui, je suis fier que nous portions dans ce combat les valeurs des Républicains. Et c'est parce que nous avons cette mission que nous pourrons réussir. Les sondages ne m'intimident pas. Nous allons déjouer tous les pronostics. Nous allons déjouer toutes les attentes. Nous gagnerons dans cette campagne des Européennes. Et nous gagnerons, mes amis, parce que nous avons une mission et que nous n'avons pas le droit d'échouer. Nous gagnerons parce qu'il faut rétablir la France. Nous gagnerons parce qu'il faut rétablir la France dans ce qu'elle a de plus grand et de plus beau. Nous gagnerons parce que tous ici, nous refusons de voir notre pays petit à petit changer de nature. Nous gagnerons parce que nous sommes convaincus que pour redonner un avenir à la France, il faut lui redonner ses racines. Nous gagnerons parce que nous portons cette mission dont avait si bien parlé Simone Veil. Il faut retrouver ce sentiment de tendresse poignante pour une chose belle, précieuse, fragile et périssable. Il faut donner quelque chose à aimer. Et ce quelque chose, ce doit être la France.